Bonjour à tous, merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin pour ce webinaire, cet échange sur la crise humanitaire au Sahel. Mais je voudrais tout de suite accueillir nos invités qui nous ont fait le plaisir d'accepter d'être avec nous ce matin, de nous parler de leur expérience de terrain. Tout d'abord, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous Anne Sinclair, auteure, journaliste, qui s'est rendue dernièrement avec nous, avec le HCR au Burkina Faso, qui a accompagné nos équipes sur le terrain dans différentes villes du pays à la rencontre des personnes déplacées. Mais également Xavier Créac, qui est notre directeur adjoint du bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale du HCR, et qui est aussi le coordinateur d'urgence de notre réponse, de la réponse du HCR. Donc, tous deux sont avec nous ce matin et vont vous faire part de leur expérience de travail avec le HCR et de ce qu'ils ont vu au Sahel et notamment au Burkina Faso. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Anne. Bonsoir à tous, bonjour plutôt. Vous voyez, le tic de télé, c'est de dire bonsoir, pardon. Bonjour à tous. Je reprends provisoirement une casquette de journaliste euh, parce que nous avons en effet Xavier Créache qui est le meilleur spécialiste aujourd'hui qui peut vous parler du HCR et de ce qu'il y fait au Sahel. Moi, disons que je suis une amie du HCR, que j'ai toujours souhaité m'impliquer un petit peu et que je ne prétends absolument pas connaître la situation de manière exhaustive, ni au Sahel, ni au Burkina Faso, que j'ai accompagné Xavier et les équipes qui sont sur place ou qui sont venues de France pour quelques jours et que j'en ai récolté des impressions, des émotions fortes et c'est simplement pour vous en faire partie. Alors, pour vous en faire, oui, pour vous les partager. Donc, pour commencer, peut-être, Xavier, pour être très très clair, le Sahel, c'est une très vaste région d'Afrique. Quand on parle du Sahel, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Bonjour Anne et bonjour à tous. Alors effectivement, le Sahel, ça a d'abord une définition géographique climatique, donc qui est cette bande qui fait le lien entre le Sahara et l'Afrique, la savane soudanaise, qui s'appelle. Donc c'est d'abord une bande géographique. Mais pour ce qui est du séminaire de ce matin, je crois qu'on va se concentrer sur le Sahel central, qui est en ce moment frappé par un conflit armé et qui donc se compose principalement de trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Maintenant, ce conflit armé génère, je crois que ça a été dit dans la présentation de ce séminaire, plus de 4 millions de personnes déplacées. Et ces personnes déplacées commencent à joindre progressivement d'autres pays comme la Mauritanie, le Tchad et aussi les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Mais donc, l'axe ça sera sur les trois pays du Sahel central, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et en particulier sur une frontière commune, sur trois frontières qui s'appellent le Liptako-Gourma, qui est cette zone des trois frontières entre ces trois pays. Oui, ce que je crois que on se rend pas forcément compte quand on est un peu profane, comme je suis, c'est qu'on entend parler du Sahel pour des problèmes évidemment militaires et qui impliquent beaucoup la France et l'opération Barkhane, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, et notamment de sa fin. Mais ce qu'on découvre et ce que moi j'ai compris et que je n'avais pas vraiment compris, c'est que quand on parle généralement de réfugiés, on parle de gens qui traversent des frontières, alors on en parlera aussi, mais le problème qui se passe bien souvent dans ces pays-là, et on reviendra sur le Burkina Faso, ce sont ce qu'on appelle des déplacés de l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand des populations entières dans un pays donné sont chassées par des luttes armées, des bandes rivales. Et ça, je crois que il faut le comprendre que c'est à l'intérieur même de ces pays-là, et ça m'a vraiment frappé, que les réfugiés
les déplacés souffrent et souffrent maximum, comme si, par exemple, en France, il y avait 5 millions de déplacés qui descendent de la Picardie vers Rhône-Alpes, pour être très approximatif. Alors, on va parler peut-être des origines de la crise, de cette situation humanitaire qui est gravissime, mais peut-être pour cela, vous allez regarder une petite et courte vidéo de présentation justement sur cette situation au Sahel. Man tunda ya wani zaɓar turoziyar sa sa wata ballaton wazi na bobo bura don wata anke tanga tele ya tan wadon ko pa tun de sam pa pam ko pa ba tele tan ne ba ko. J'ai décidé de partir, qu'il était temps de partir parce que j'ai vu des gens s'entretuer devant nous, on a vu des morts vraiment devant nous. La guerre, quand il y a la guerre, il y a des gens qui souffrent, surtout nous les jeunes, les enfants. Le Sahel central, c'est une situation d'urgence des plus préoccupantes pour l'HCR. C'est plus de 4 millions de personnes déplacées de force dans une région qui faisait déjà face à des difficultés chroniques, des questions de développement, de pauvreté extrême, mais c'est aussi des problèmes très graves de protection que ces populations ont subis. Elles ont été victimes de terribles violences. Ces femmes, ces jeunes femmes, parfois ces garçons, ont été victimes de viols, de violations sexuelles. Le réchauffement climatique ici, ça veut dire des températures qui augmentent 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde. C'est 80%, on estime, des terres arabes qui sont déjà affectées. Cette compétition pour les ressources, hélas, se traduit parfois par l'usage des armes. Les conflits se superposent en réalité. On a des conflits communautaires entre les populations pastorales et les populations sédentaires. On a des conflits avec des fondamentalistes religieux. On a des conflits avec des trafiquants et des criminels de tout genre. Ce dont on ne parle pas, c'est de la dimension humaine de ce conflit. Ce qu'on tait, c'est les besoins d'assistance humanitaire absolument terribles. Il n'y aura pas de solution militaire au conflit au Sahel. La solution ne peut que se trouver dans travailler les causes profondes du conflit au Sahel et donc satisfaire aux besoins humanitaires et de développement. Alors, on va revenir bien sûr sur justement ce qui peut être fait et sur la situation justement de protection de ces populations. Mais Xavier, vous êtes un des mieux placés pour expliquer, en essayant de synthétiser un peu, les origines de ce conflit. Au fond, ça vient de quoi? Est-ce que c'est des conflits tribaux? Est-ce que ce sont des conflits de territoire? Est-ce que ce sont des conflits ethniques? Est-ce que ce sont des conflits de terrorisme, tout simplement? Peut-être je vous passe la parole là-dessus. Merci Anne. Synthétiser, c'est une situation complexe. Alors, qu'on synthétise, on simplifie, on caricature, mais je vais essayer quand même. Je dirais que c'est avant tout un conflit de développement. C'est un conflit lié à la compétition pour des ressources qui sont trop faibles pour satisfaire la population civile qui y vit. Donc, c'est d'abord des zones du nord du Burkina Faso, cette zone des trois frontières qui a été historiquement développée, qui a été historiquement oubliée par les gouvernements centraux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour assurer le développement de l'intégralité du pays. C'est aussi des zones où habitaient principalement des minorités ethniques et donc qui n'étaient pas forcément les premiers clients de certains gouvernements centraux. Je pense par exemple aux Peuls, qu'on appelle les Foulani au Sahel, ou les Touaregs. Donc, c'est des régions qui ont été relativement abandonnées par ces populations et donc qui font face à des situations d'extrême pauvreté. Je crois que le Niger est considéré comme le pays le plus pauvre du monde, 189 sur 189e, et le Burkina Faso et le Mali sont aussi dans les 10 derniers. Donc, pauvreté extrême. Deuxième chose, c'est aussi une région où cohabitent deux catégories de population, pour simplifier, les agriculteurs sédentaires et les nomades pasteurs. Et donc, ces deux catégories de population partagent des terres
Et effectivement, qu'on partage les terres entre communautés, il y a toujours un risque de conflit, surtout, et là c'est le troisième facteur, quand ces terres deviennent de plus en plus impactées par le réchauffement climatique. C'est dit dans la vidéo, je ne vais pas répéter les chiffres, mais donc cette compétition pour la terre. Et puis dernière chose, qui est toujours délicate d'en parler, mais c'est aussi la région du monde avec le plus fort taux de natalité du monde. Donc, si vous ajoutez pauvreté extrême due à un manque de développement, deuxième chose, des modes de vie traditionnels qui entraînent une compétition pour la terre, vous rajoutez ça, le réchauffement climatique où les températures augmentent plus fort qu'ailleurs dans le monde, et quatrième chose, des taux de natalité impressionnants, voilà, vous avez des tensions entre communautés. Taux de natalité, pour vous donner une idée, hein, c'est quand même 7 enfants par femme au Niger. C'est le taux de natalité le plus fort du monde. Au Burkina Faso, je crois que c'est 5,8 en moyenne, c'est-à-dire on parle des enfants enregistrés. Et donc là-dessus, vous avez un terrain fertile au conflit que certains fondamentalistes religieux, qu'on appelle djihadistes en langage courant, même si on se voit là, ont absolument ont versé de l'huile sur le feu et ont manipulé. Oui, j'allais dire, en fait, tout ça justifierait déjà le déplacement de population, mais ce sont aussi des populations qui fuient une violence extrême. Et cette violence extrême due aux bandes armées de tout ordre, terroristes et autres. Absolument, Anne. Alors, parfois, le mot terroriste est utilisé à tort et à travers, mais là, il convient particulièrement parce que le mot terrorisme vise à terroriser le règne de la terreur. Et c'est exactement ce que ces groupes font envers la population saharienne, c'est les terroriser. Ils veulent que ces populations quittent les zones parce qu'elles veulent s'approprier les ressources. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi des zones avec d'immenses ressources naturelles, d'uranium, d'or, de gaz, etc. Donc, ils veulent pouvoir contrôler ces mines. Ils veulent aussi pouvoir contrôler les couloirs dont ils ont besoin pour différents trafics d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Donc, ils ont besoin de chasser la population, ils ont besoin de la terroriser. Vous avez vu vous-même, Anne, vous avez écouté ces témoignages, on en reviendra, mais c'est le cas et ça marche, parce qu'effectivement, les populations civiles sont terrorisées. Donc, ils sont victimes de ces groupes armés, mais ils sont de ces multiples groupes armés, parce que comme on dit dans la vidéo, il y a différentes catégories. Hein. Au Sahel, on trouve Al-Qaïda, au Sahel, on trouve l'État islamique, mais au Sahel, on trouve aussi des différentes milices d'autodéfense. Et plus on multiplie les acteurs armés, plus on multiplie les risques pour la population civile. Et à cela, il faut ajouter évidemment les forces régulières de ces États, plus les forces internationales. Donc, on a énormément d'acteurs armés avec une population civile au milieu, des acteurs qui se soucient guère de leur protection. Ce qui veut dire que ça a un impact évidemment sur leur vie, sur leur sécurité, sur leurs besoins immédiats, sur la pauvreté, en effet, ces populations sont obligées de fuir et de fuir généralement sans rien, avec ce qu'ils ont sur le dos. Alors, d'abord, Jair, ceux qui fuient sont ceux qui ont survécu. Désolé d'être un peu terre à terre, mais on a aussi énormément de personnes qui ne peuvent pas fuir parce qu'elles sont tuées, exécutées, en particulier les jeunes, puisque les jeunes sont des potentiels cibles de recrutement pour l'adversaire. Donc, si le jeune ne rejoint pas vos propres rangs, alors mieux vaut l'abattre. Donc, il y a aussi énormément de morts au Sahel, de populations civiles, particulièrement des jeunes, mais aussi des femmes, des enfants. Voilà. Et puis, ils doivent suivre parce que leur bétail a été volé, a été tué. Ils doivent fuir parce que leurs récoltes ont été brûlées. On assiste en ce moment, depuis ce week-end, par exemple, à un déplacement forcé depuis le Burkina jusqu'au Bénin. Et tous les champs, les greniers à grains de ces populations ont été détruits, ont été brûlés. Donc, c'est vraiment la politique de la terre brûlée que ces groupes mettent en œuvre. Et donc, ils fuient avec très peu. Ils fuient avec très peu parce que comment ça se passe très concrètement, Anne, j'espère que vous allez raconter aussi vous-même, mais c'est tout d'un coup, 40, 50, 60 motos débarquent dans le village, tirent partout. Voilà, et vous allez raconter votre... Oui, mais donc, les gens fuient sans y être préparés. Ils fuient sans y être préparés. On verra même peut-être tout à l'heure qu'ils fuient sans leurs documents, sans leurs actes d'état civil. C'est littéralement, ils fuient avec ce qu'ils ont sur la peau.
C'est ce dont je voulais me rendre compte, et c'est vrai qu'en vous accompagnant, on n'a pas circulé dans tout le Sahel, bien sûr, on a circulé au Burkina Faso et encore pas dans tout le Burkina Faso en 4-5 jours, mais dans deux villes principales à partir de Ouagadougou, l'une Kaya plus vers l'est et l'autre Ouaïgouya plus vers l'ouest, chacune à 2 heures ou à 4 heures ou à 3 heures de voiture. Et ce que j'ai vu était, au-delà de briser le cœur, j'ai vu des femmes qui justement, des femmes qui sont veuves, comme vous disiez, elles ont tout perdu, non seulement leur maison, elles ont perdu leurs documents, elles ont perdu leurs papiers, elles ont perdu leurs ressources, elles ont perdu leurs hommes. Elles ont perdu leurs hommes parce que elles racontent toutes à peu près la même chose. Comment des bandes armées arrivent à moto en terrorisant les populations, à tel point qu'aujourd'hui, une moto leur fait peur, un sac plastique qui explose leur fait peur, tout bruit les alerte, et ils ont arrosé la Kalachnikov tous les hommes et ont tué ceux qui pouvaient tuer, ont enlevé les enfants les plus âgés pour les enrôler dans leur bande, et ces femmes ont fui à travers la brousse avec leurs enfants, qui leur restaient, et avec en effet rien sur le dos. Et elles racontent, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'elles racontent avec une économie de moyens et de mots, comme si elles ont vu l'horreur. Elles n'ont pas pu enterrer leur mari, elles n'ont pas pu enterrer leur mort, et elles sont parties pour descendre vers des centres urbains qui ne sont même pas particulièrement favorisés, où elles ont été accueillies. Il faut dire que la population du Burkina, les Burkinabés sont incroyablement hospitaliers, et quelqu'un m'a dit une chose très belle là-bas, qui est le principe, c'est de donner ce qu'on n'a pas. Et comme ils n'ont pas, ils donnent quand même, et donc ils abritent ces populations qui arrivent. Je ne veux pas être longue, mais ce que j'ai vu aussi des enfants qui sont dans une situation terrible. On a visité une école primaire où il y avait 600 enfants il y a 2 ans, qui sont plus de 2500 aujourd'hui. Ces enfants, ils ont dans leur regard ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vu des choses terribles. Et en plus, ils sont devant des enseignants qui sont admirables de dévouement, de courage, qui sont capables de faire à la fois de l'enseignement et de l'assistance, du cocooning, et savoir consoler, mais qui n'ont pas de matériel pour enseigner. Les enfants n'ont pas de cahier, pas de crayon, souvent même pas de siège et pas de table. J'ai vu une classe de CP, moi j'ai des petits-enfants qui sont en CP aujourd'hui, et des petits-enfants assis par terre sur le béton entre 2 constructions, parce qu'il n'y a plus de place dans ces écoles qui sont envahies dans la région, dans la ville de Kaya notamment. Donc, ils arrivent vers des centres urbains complètement démunis, avec des enfants pour lesquels ces femmes se saignent, parce qu'elles disent, si je peux en envoyer 2 à l'école, déjà sur 4, c'est déjà pas si mal. Si bien que c'est une situation à la fois de dénuement et en même temps de drame humain. J'ai vu un jeune garçon dont le regard m'a poursuivi, il me poursuit encore, qui était en CE1, en CM1, je crois, juste avant ou CM2, et qu'il avait dans le regard une sorte à la fois de détermination et de rage, très silencieuse. Et on se demande qu'est-ce que vont devenir ces enfants. On est allé dans un lycée à Ouaïgouya, un lycée où on a visité des classes, et notamment des classes de terminale. Ils préparent leur bac, ces enfants. Ces enfants préparent leur bac, et il y en a une qui voulait être neurochirurgienne. Le sera-t-elle. Une autre avocate, un autre charmant qui m'a dit moi, je voudrais être prof de philo. D'abord, je m'appelle Socrate, ce que j'ai trouvé tout à fait délicieux. Mais au-delà de ça, ils travaillent
leur matière pour passer le bac. Déjà, passer le bac, ça coûte pour s'inscrire 25 €. C'est déjà un problème. Oui, Xavier. Non, c'est parfait, Anne. Au contraire. Bon, déjà, c'est un problème. Un professeur de français nous disait cette phrase formidable. D'abord, il disait, vous savez, la règle du participe passé, c'est quand même pas l'essentiel de leur intérêt ou de leur passion, ce qu'on peut comprendre. Mais surtout, il disait cette phrase terrible, il disait, on se demande qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et eux, tous les jours, se disent est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Des enfants de terminale qui sont obligés de faire la queue une journée pour essayer de trouver de l'eau et d'arriver et que l'eau, il n'y ait plus d'eau et soit épuisée, qui font des petits boulots misérables pour gagner au bout d'une journée l'équivalent d'1,50 € ou 2 €, qui leur donneront, une des filles, là, celle qui voulait être avocate, me disait, voilà, avec ça, je peux peut-être les bons jours où je suis payée, je peux me nourrir moi et mon petit frère. Donc, c'est des situations extraordinairement difficiles face à laquelle ces enfants, ces femmes, ces enseignants, tous ceux qui sont en charge de les recueillir dans les populations locales, font face à des difficultés insensées, invraisemblables. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Je voulais justement témoigner. J'ai essayé de le faire un peu. J'ai raconté ça dans le journal Elle pour essayer de sensibiliser un peu des lectrices et des lecteurs, parce qu'il y en a. Et donc, c'est vrai que on va venir à ce que peut faire éventuellement le HCR, mais c'est la prise de conscience qui me semble absolument essentielle du dénuement, du malheur, de la souffrance, de la violence, l'abomination du monde. Est-ce que je peux rajouter certaines choses, Anne? Bien sûr. Merci. C'est vous le spécialiste. Oui. Mais parfois, c'est justement quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui découvre, qui raconte le mieux. Non, nous, parfois, on a la tête dans le guidon, comme on dit un peu rapidement. Moi, je voulais aussi parler des charniers qui sont retrouvés, des exécutions extrajudiciaires, parce que les populations civiles vivent un conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les agents de protection, que serait l'État, et l'agent de persécution, que seraient les groupes armés non étatiques. Hélas, les violations des droits de l'homme viennent de toutes les parties. Et on trouve régulièrement, les organisations de défense des droits de l'homme, des charniers de 30, 40, 50, 70 corps. Il y a eu récemment, toute la semaine dernière, la visite de la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Madame Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, qui justement, dans sa communication externe, s'est inquiété de l'existence de charniers et de ces exécutions extrajudiciaires et de l'impunité qui règne. Deuxième chose, vous avez dit, Anne, que vous n'avez pas pu aller partout au Sahel. Effectivement, plus personne ne peut aller partout au Sahel. Aujourd'hui, la capacité d'action au Burkina Faso de l'État, des organisations humanitaires, est essentiellement limitée au centre urbain et, j'allais dire, un petit cercle d'une 15-20 kilomètres. En étant à Waïgouya, vous étiez à 15 km, 13 km exactement de la ligne de front. Enfin, c'est pas une ligne fixe, mais en tout cas des villages. Donc, d'énormes restrictions pour nous, pour pouvoir assister les populations, et d'énormes restrictions pour ces propres populations, puisque la réalité maintenant, elles ont perdu leur mobilité. Or, au Sahel, encore une fois, une zone qui manque de développement, accéder à l'éducation, accéder à la santé, accéder à l'eau potable, accéder au marché suppose une liberté de circulation, suppose la possibilité de se déplacer qu'elles ont perdue. Et puis, dernière chose, vous avez parlé, Anne, de ces enfants, de ces adolescents, de cette jeunesse et de leurs enseignants. Et comme on n'a parlé que des problèmes du Sahel, je voudrais aussi parler des richesses du Sahel. Parce que quand on voit Socrate, dont 4 frères ont été enlevés par les groupes armés, soit assassinés, soit, hélas, recrutés de force, quand on voit ce jeune qui, vous l'avez dit, doit lutter tous les jours pour avoir à manger, en dépit de ça, il veut passer son bac. En dépit de ça, il a donné priorité dans ses maigres ressources à s'acheter l'uniforme scolaire
et à payer les 25 € pour son bac. Et quand lui ne peut pas le payer, on a vu des professeurs qui mettaient leur propre argent de leur poche pour le faire. Je dirais que c'est aussi une source d'espérance, cette jeunesse. Mais il faut aller vite, parce que la population civile, la jeunesse, elle ne doit pas perdre confiance en l'État, elle ne doit pas perdre confiance dans les gouvernements, elle ne doit pas arriver à penser que ces acteurs étatiques, ces acteurs armés non étatiques offrent une solution. Or, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin et c'est l'urgence d'agir. Oui, et c'est leur avenir qui est en cause. Enfin, on se dit quand on voit ces enfants, ces jeunes, quel est l'avenir qui les attend, leur avenir à eux et l'avenir des populations qui les accueillent, parce que, on l'a dit, les ressources sont comptées, ils arrivent dans des lieux où déjà la population est importante et des classes bondées ou des villes qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de tout le monde, avec en même temps dans le côté très volontaire et très résilient, pour employer un mot à la mode, ces femmes qui disent toutes que l'aide, c'est bien, c'est de l'urgence, mais elles aspirent toutes à l'accès à des activités, comme elles appellent, génératrices de revenus. C'est-à-dire, elles veulent pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs enfants. Vous savez, c'est le vieux proverbe de Mao, qui date de Confucius, je crois. Il vaut mieux, on peut toujours aider à porter du poisson, mais il faut mieux apprendre à pêcher. Et donc, il y a une véritable demande, non pas seulement d'assistance passive, mais de moyens de s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire quand on est dans le dénuement et dans la tragédie la plus grande, d'avoir ce ressort-là. Et ça m'a beaucoup frappé. Et c'est ce ressort qui nous permet d'intervenir, Anne. Je ne sais pas s'il est temps d'essayer d'expliquer ce que l'on fait, mais justement, les principes fondateurs de notre action, de notre réponse, c'est d'appuyer ces populations civiles à trouver une solution par elles-mêmes. Donc, c'est effectivement une assistance humanitaire d'urgence sous la forme d'abri, sous la forme de nourriture, mais j'allais dire pour une durée la plus courte possible. Notre objectif, c'est d'abord d'aider les États du Sahel à rétablir leur présence en tant qu'agent de protection, comme tout l'État doit être, de rétablir ce que Rousseau appelle le contrat social entre ces gouvernements et cette population. Alors, nous, qu'on est le HCR, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que les enfants déplacés aient accès à l'école. Donc, ça veut dire s'assurer que les écoles existent encore ou qu'elles soient réouvertes. Je ne sais plus si on a dit, je sais plus tout ce qu'on a dit, mais le Sahel central, en 2 ans, c'est 4000 écoles détruites par le conflit. Déjà qu'il y en avait peu. Donc, 4000 écoles détruites, c'est 20 000 enseignants sans travail, c'est plus de 150 000 enfants qui n'ont plus à l'école primaire. Donc, c'est rétablir des conditions d'éducation. Alors, pas dans les zones de départ, parce que là, on n'y a plus accès, mais en tout cas, dans les zones d'arrivée, c'est construire des écoles, c'est construire des classes, mais c'est plus important aussi s'assurer, vas-y, hein. C'est non? Oui, Xavier, c'est la mission du HCR essentielle, c'est la protection. Cette protection, c'est pas seulement des abris pour protéger à l'arrivée. Je pense que c'est important de comprendre le sens du mot de protection au sens large. Alors, effectivement, notre mission, c'est la protection, et la protection, ça veut dire la protection contre la violence, mais ça veut dire aussi la protection contre l'impunité. Ça veut dire, et c'est le premier élément, l'accès aux droits, l'accès aux services. Donc, c'est l'accès à l'école, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à l'eau potable. Et à travers cela, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, s'assurer qu'un enfant déplacé ne soit pas exclu de l'école sous prétexte qu'il viendrait d'une municipalité ou sous prétexte que son acte de naissance aurait été brûlé au moment de la fuite. C'est aussi s'assurer que ces femmes qui ont été victimes de terribles violences sexuelles aient accès à une réponse, c'est-à-dire à la fois une réponse médicale, une réponse psychologique, parfois une réponse juridique, et puis parfois qu'elles aient aussi accès à une réponse économique. C'est-à-dire la violence basée sur le genre, elle ne vient pas que du groupe armé, elle vient aussi de la communauté, elle vient aussi du mari, puisque le déplacement, la guerre crée des tensions extrêmes.
Et donc, c'est aussi parfois donner, essayer en tout cas de donner à ces femmes la possibilité de survenir à leurs propres besoins. Donc, c'est ça notre réponse. Elle est en deux temps. L'action humanitaire d'urgence, mais le plus vite possible, redonner une dignité, redonner à ces populations une capacité de subvenir à leurs propres besoins. J'ai été très frappée en écoutant ces femmes, justement, dire que quelquefois, la révolution dans leur vie, c'était l'arrivée d'une bouteille de gaz. Pourquoi d'une bouteille de gaz? Parce que ça leur permettait de faire de la cuisine, de les nourrir leur famille sans avoir besoin d'aller chercher du bois de chauffe. Et pourquoi le bois de chauffe devient un problème? C'est qu'on va le chercher dans la brousse à 2-3 kilomètres et que ce sont là que se produisent des violences terribles, même si elles y vont en groupe, au point qu'elles voient un homme à quelques dizaines ou centaines de mètres et elles sont déjà effrayées. Donc, c'est dire à quel point on se rend compte que la moindre petite chose qui peut à la fois les aider et en même temps assurer leur sécurité est indispensable. Mais c'est surtout à vous de nous expliquer un peu qu'est-ce que peut faire le HCR, déjà en termes d'abri, moi j'ai vu des choses formidables. J'ai vu que en termes d'abri aujourd'hui, au-delà des tentes qu'on voit dans la vidéo, au-delà des abris de fortune qui durent 1 an, 18 mois, il y a la possibilité de construire des abris un peu plus durables. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils resteront là où ils sont déplacés, ils ont envie, elles ont envie, tous ces gens ont envie de retourner dans leur région. Mais quand leur maison est pillée, détruite, brûlée, qu'ils n'ont plus en effet les papiers d'ailleurs dont on n'a pas parlé, là, insister sur les états civils qui sont complètement détruits, on a aussi besoin d'un abri un peu plus durable. Je vous passe la parole, Xavier. Merci. Oui, on va dire comme ça et voilà. Alors, attention, une seule chose sur le bois de chauffe, effectivement, apporter des sources d'énergie propres à ces populations, à ces femmes, c'est éviter qu'elles s'exposent en allant chercher du bois en raison de la présence de ces acteurs fondamentalistes dans les campagnes où elles seront nécessairement victimes d'agressions si elles se rendaient. C'est aussi les mines antipersonnelles qui sont de plus en plus présentes, auxquelles elles s'exposent. Mais j'allais dire un troisième élément, on est aussi dans une région où le réchauffement climatique est extrêmement fort et donc utiliser des énergies propres, c'est aussi limiter la coupure de bois, limiter la déforestation. Non? Donc, c'est plusieurs solutions. Un deuxième élément à laquelle vous avez fait référence 2 fois, Anne, et sur laquelle je voudrais parler avant les abris, c'est la question des documents d'état civil. On a affaire à des populations, je disais, qui vivent dans des zones avec un faible développement de l'État. Il est très difficile de savoir quels enfants sont enregistrés à la naissance ou ne le sont pas, mais en principe, les chercheurs dans ces zones frontalières considèrent que c'est moins d'un enfant sur 2 qui est enregistré à la naissance, et c'est principalement les garçons. Les filles étant considérées comme moins importantes dans ce domaine-là, aussi parce que très souvent, on va les marier très jeunes à une autre famille, donc pourquoi investir dans une fille si c'est pour la marier à l'âge de 11 ans à un voisin? Donc, ces documents d'état civil sont fondamentaux puisque pour passer un examen de fin d'études primaires, pour avoir accès à l'étude secondaire, il faut un document d'état civil pour énormément de démarches administratives et d'accès au droit. Donc, un des grands axes du HCR, c'est d'appuyer, et c'est aussi de prévenir l'apatridie, puisqu'on parle de population nomade, le risque d'apatridie est réel. Donc on fait un énorme support, appui au gouvernement burkinabé, mais aussi malien, nigérien, pour faciliter l'enregistrement de ces populations. Anne, je crois qu'on s'est rendu compte au Burkina Faso que c'est 330 000 enfants qui, depuis 2017, ont pu bénéficier de documents d'état civil grâce à l'intervention du HCR et du gouvernement burkinabé, ce qui veut dire un espoir, parce que de nouveau, on peut s'inscrire à l'école primaire sans document d'état civil, mais on ne peut pas passer l'examen de fin de primaire sans le document. Donc, voilà. Les abris, oui, vous l'avez dit. Alors, nous, humanitaires, on a beaucoup utilisé du plastique, hélas, pendant des décennies. J'allais dire, comme tout le monde, des vrais efforts sont faits pour, est-ce qu'on dirait, verdir notre réponse? Je ne suis pas sûr. Et donc, on essaye… La rendre durable, en tout cas, la rendre plus durable. La rendre durable, voilà. Verdir, je voulais me référer à la couleur verte. Mais
et donc, on essaye aujourd'hui d'éliminer le plus possible l'utilisation de plastique dans notre réponse et de construire des maisons avec les populations sur la base de matériaux locaux disponibles. Et en plus, vous avez vu, ça s'appelle les voûtes nubiennes. Vous en avez visité Anne, qui en plus, non seulement une durée d'environ une centaine d'années si un minimum d'entretien est fait à la fin de la saison des pluies, mais en plus offre des conditions de vie bien meilleures, c'est-à-dire la température interne est beaucoup plus agréable, fraîche. Voilà. Mais derrière cela, ce qui est important pour nous, c'est le plus vite possible aider ces populations à sortir de l'assistance, à redevenir indépendantes et à se réintégrer dans la nouvelle société. Et puis le dernier point, je sais que je suis long, mais je l'ai mentionné, c'est quand même la solidarité. Je crois que c'est la solidarité dont les communautés d'accueil font face. 80% des personnes déplacées au Sahel trouvent un hébergement dans des familles d'accueil, des communautés d'accueil. Il faut se rendre compte de la dimension. 1,5 million de personnes déplacées au Sahel, vous l'avez dit Anne, à l'échelle de la France, c'est comme si l'intégralité de l'île de France, 6 millions de personnes fuyaient, et pourtant ils trouvent cette solidarité. Je crois que c'est exemplaire. Peut-être que nous-mêmes, Français, surtout en cette période électorale et de discours parfois de haine, c'est bon de voir cette solidarité et cette tradition d'accueil qu'ont certaines communautés en Afrique. Alors, il y a des questions qui sont posées durant ce webinaire et merci à ceux qui les posent. Il y en a une qui est évidente, c'est quelles urgences pourraient être réglées rapidement avec des fonds supplémentaires. Entre parenthèses, cet interlocuteur ou autrice demande si demain je vous donne 1 million d'euros, quelles seraient vos priorités? Alors, le million d'euros, je crois que vous l'acceptez tout de suite. Oui, et puis d'autres en plus. J'espère que ça ira au-delà. Écoutez, alors c'est assez simple. Je l'ai dit, il y a une partie, si je peux donner 3 axes, mais le premier pour nous, c'est les enfants et la jeunesse. Et à l'intérieur du groupe des enfants et la jeunesse, les filles et les jeunes filles, à cause de la discrimination basée sur le temps. Donc, rétablir une identité à ces enfants pour qu'ils puissent avoir une vie future. Deuxième chose, fournir, garantir, pas garantir, on ne peut pas garantir au Sahel, mais fortement encourager l'accès à l'éducation de ces enfants. Troisième chose, donc éducation primaire, secondaire et dans certains cas tertiaire. On a eu. Et puis troisième chose, l'abri et les moyens de subsistance. Donc identité, éducation, abri. Alors, sur l'identité, on a vu à quel point c'était essentiel. Sur l'éducation, par exemple, qu'est-ce que peut faire le HCR pratiquement dans le domaine de l'éducation? Alors, l'école est le point central de notre réponse. Pourquoi? Vous l'avez entendu, Anne, tous les jeunes vous disent c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. C'est pas à la maison, c'est pas dans la rue, c'est pas dans le quartier qu'ils sont en sécurité, c'est à l'école. Donc à l'école, d'abord à l'école, on peut se rendre compte qui ne va pas à l'école. Donc on peut identifier lesquels des frères et sœurs des étudiants ne vont pas pour encourager leur participation. À l'école, on apprend, et je crois qu'on avait vu ensemble, il y a des manuels d'éducation civique extrêmement importants dans une région frappée par le conflit armé. Donc c'est aussi des valeurs, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'hygiène dans la vie. Donc c'est un élément absolument central pour un enfant en Afrique. L'école, c'est le futur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On construit des écoles. Je vais être concret, excusez-moi. On construit des écoles, c'est-à-dire on construit des salles de classe. On s'assure en coopération avec le ministère de l'Éducation de la présence d'enseignants et d'enseignants formés, puisque ces enseignants vont avoir à traiter des nouveaux thèmes. Ils vont pas seulement apprendre la grammaire et le participe passé, ils vont aussi avoir des enfants qui sont largement victimes de troubles de santé mentale graves, et donc qui peuvent être des enfants turbulents, qui peuvent être des enfants violents, qui peuvent être des enfants… voilà, donc il faut des formations spéciales. Les filles victimes de violences sexuelles, les filles exposées au mariage forcé, au mariage précoce. Vous avez vu vous-même un proviseur qui vous a expliqué son désarroi face à une de ses étudiantes de 11 ans qui venait le voir parce qu'elle ne voulait pas être mariée de force à un ami de son père le week-end prochain. Et puis, c'est aussi toutes des mesures d'hygiène à l'école, surtout en période de pandémie. Donc, c'est l'eau potable, c'est les latrines, voilà, et c'est la continuité de l'éducation, ce qui est l'élément fondamental, c'est-à-dire quand on a été déplacé,
le plus vite possible. Voilà. Ça, c'est l'école, mais sans faire de distinction primaire, secondaire, tertiaire. Pour ce qui est, voilà, j'ai répondu sur l'école, non? Oui, question que posent pas mal de ceux qui me suivent ce webinaire, c'est que comme le problème ne peut pas être réglé militairement, vous l'avez dit, on le voyait dans la vidéo, en tout cas pas seulement militairement, quelles sont donc les solutions et quelles sont les sorties de crise éventuellement envisageables pour alléger la souffrance des femmes et des enfants les plus vulnérables? Et une sous-question derrière ça, est-ce que c'est toujours dans la mission du HCR? Est-ce que justement les déplacements dus au changement climatique, qui ne sont pas vraiment, par exemple, prévus dans les motifs de persécution prévus par la Convention de Genève, est-ce qu'il va falloir une évolution de la définition du réfugié, et est-ce que c'est possible dans un contexte qu'on voit bien européen, français et autres extrêmement agités sur cette question. Mais d'abord, quels sont, si la situation, comme vous dites, n'est pas militaire, c'est quoi? Merci de reprendre la question une par une. Non, la réponse militaire est très probablement nécessaire. C'est pas à moi d'en juger en tant qu'acteur humanitaire, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, il y a une différence entre le besoin d'une réponse militaire et la solution militaire. La seule solution possible, c'est un développement politique, économique qui inclut l'intégralité de la population. Je crois que le conflit naît de là, de l'absence de développement et surtout d'un État qui n'a pas réussi à maintenir le lien social avec sa population. Donc pour moi, la solution pour nous, c'est pas pour moi personnellement, mais pour nous HCR, pour nous Nations Unies et pour nous acteurs humanitaires, la réponse vient du besoin de n'investir pas uniquement dans la réponse sécuritaire et dans les armes, mais d'investir grandement au contraire dans le développement. Dans le développement de ces régions. Ce n'est pas l'intégralité des pays, il y a des zones assez développées dans ces pays, mais dans les régions oubliées, au bénéfice d'une population qui a été marginalisée et de réintégrer ces populations dans l'État-nation. Donc, je crois que c'est là l'aspect fondamental. Donc, ça veut dire investir dans des infrastructures, ça veut dire aussi peut-être accepter que la société a évolué, que plus la place pour la population nomade, agricole comme avant. Le Sahel n'a pas connu jusqu'à ce conflit armé un exode rural. Et donc, il faut aussi des plans de développement urbain qui intègrent ces populations déplacées de force. C'est énorme, hein. Vous étiez à Kaya, Anne. Kaya, c'était il y a 2 ans, 80 000 habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 150 000. La ville a littéralement doublé. Avec les mêmes ressources. Et la mairie, 300 000 euros, le budget. 300 000 euros. Et donc, les parallèles sont toujours dangereux en histoire, non? Mais vous vous rappelez de ce plan Marshall pour l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, sa caractéristique, c'était un plan multisectoriel. Et je crois que c'est ce dont le Sahel a besoin. Alors, on n'utiliserait probablement pas le même nom, mais justement d'un plan qui mette tous les acteurs sur le terrain ensemble, le politique, l'économique, le développement et l'humanitaire. Et je pense que ce sera le meilleur moyen de convaincre les populations civiles qui ont ce sentiment d'abandon et qui sont parfois tentées par des solutions extrêmes de réintégrer la société. Alors, est-ce qu'il faut envisager une évolution du terme de réfugié, puisque la Convention de Genève ne prévoyait pas tous ces éléments nouveaux du monde moderne aussi, qui sont le changement climatique, à la fois la chaleur qui augmente, les pluies qui augmentent, enfin il y a toutes les catastrophes climatiques multipliées en effet par 1,5, comme vous disiez dans la vidéo. Quand une loi vous convient pas, vous dites qu'elle est dépassée, non? Je pense qu'on voit ça dans tous les domaines, qu'il s'agisse de réfugiés, de retraite, de sécurité sociale ou de règles de régime du chômage. La Convention de Genève, elle a été élaborée un contexte, quand on lit ses travaux préparatoires, l'intention des gens était de lui donner la dimension la plus grande possible. C'était d'être inclusif, pas au contraire de rejeter.
Il y a des expressions justement comme l'appartenance à un groupe social, parce que les rédacteurs de la Convention voulaient qu'elle puisse s'adapter au futur. Vous avez parlé spécifiquement du... Alors, et pour que vous sachiez, Anne, la Convention de Genève, c'est l'instrument global, mondial de 1951, mais il existe aussi une convention sur les régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique de 1969, où là, les États africains ont élargi davantage la définition pour être sûr de pouvoir protéger davantage de personnes. Il se réfère, par exemple, aux violations graves des droits de l'homme, il se réfère aux troubles graves à l'ordre public. Maintenant, la Convention de Genève, si on le souhaite et quand on le veut, elle peut tout à fait permettre de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Surtout que le changement climatique, il ne produit que rarement le déplacement de manière directe. Il y a des régions du monde, dans l'Océanie où c'est le cas, mais au Sahel, le changement climatique génère un conflit, enfin, est une des causes des compétitions pour les ressources, laquelle cette compétition engendre un conflit. Donc, en réalité, on se retrouve dans un contexte de conflit armé et la Convention de Genève y convient. Par contre, ce que la Convention de Genève ne traite pas, et c'est ça, je pense, le point de discussion, c'est comment est-ce que la solidarité internationale se met en place pour protéger les réfugiés. Et quel pays est en charge de protéger quels réfugiés. Et c'est là que les discussions ont lieu. Est-ce que les réfugiés doivent rester en Afrique? Est-ce qu'ils doivent rester dans les premiers pays d'entrée dans l'espace Schengen ou dans l'Union européenne? Donc, c'est plus le mécanisme de solidarité internationale qui reste à définir. J'espère qu'on n'a pas envahi l'esprit de ceux qui nous suivent par une abondance de détails qui les noierait ou les découragerait. La question, évidemment, s'adresse, et là, il y a plein de questions là-dessus, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que les gens demandent? Comment on peut aider? Donc, comment agir? Peut-être, c'est à vous, HCR, de répondre. Là, c'est plus à moi. Sinon... Alors, si je peux me permettre, un peu spontanément, et puis parfois je vais peut-être aller au-delà de mon simple rôle de chef. D'abord, on l'a dit, les donations, il faut être honnête, on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup d'argent, et puis il n'y a pas de donation trop petite, il n'y a pas de donation trop grande non plus, hein. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter. La deuxième chose, et c'est ce que vous avez fait de vous-même, c'est de faire connaître cette situation, et ça ne coûte pas. De faire connaître à vos voisins, à votre famille, aux professeurs d'université, à vos élèves, aux chefs d'entreprise ou aux cadres au monde de l'entreprise, mais aussi maintenant avec les réseaux sociaux. Donc, je pense que sensibiliser sur les problèmes du Sahel, ne pas limiter les problèmes du Sahel à l'opération Barkhane et aux soldats français, mais se rendre compte que derrière, il y a une population civile, c'est très important. Et puis, je me permettrai, j'ai déjà fait allusion, mais en vivant en Afrique et en suivant l'actualité télévisée, je me suis même moi rendu compte qu'il y avait une campagne présidentielle, qu'il y avait des débats, et je pense que là, c'est un moment où les citoyens peuvent justement se faire entendre, et c'est aussi refuser la division, c'est refuser la haine, et c'est au contraire montrer l'importance des valeurs de solidarité et de générosité. Voilà, trois manières comme ça spontanées. D'ailleurs, je t'ai ajouté une quatrième. Peut-être que dans les participants à ce séminaire, il y a des entreprises privées, des chefs d'entreprise, des cadres, etc. Et on est aussi une organisation qui cherche à travailler le thème de l'innovation. Je peux donner plusieurs exemples, hein. On veut verdir notre réponse, on veut utiliser des énergies propres, renouvelables. Ça nécessite une expertise technique qu'on n'a pas toujours. On veut aussi utiliser le monde digital pour communiquer avec les populations, surtout celles qui sont de l'autre côté de ligne de front. Donc aussi, un appui des entreprises dans ces secteurs technologiques serait bienvenu. Mais peut-être que mes collègues du HCR Paris ont beaucoup d'autres idées. Merci beaucoup, Xavier. C'est parfait. Merci beaucoup à vous, Anne. Je suis désolée, j'ai le mauvais rôle de devoir interrompre cette discussion passionnante. Merci, Anne, d'avoir partagé avec nous, avec tous les auditeurs aujourd'hui, votre expérience, ce que vous avez ressenti en allant au Burkina Faso, en rencontrant les personnes déplacées. Merci de nous avoir parlé des femmes, des enfants, des écoles. Merci Xavier de nous avoir parlé de la réponse du HCR, de ce qu'on essaie de faire sur place et de ce que nos auditeurs peuvent faire.
Avant de passer à un sondage final qu'on voulait faire avec tous, peut-être si vous avez un petit mot de la fin, Anne et Xavier, quel serait le mot de la fin de cette discussion passionnante et le mot de la fin de cette expérience commune? Moi, je dirais peut-être à mon petit niveau de s'informer pour ne pas reprendre les idées toutes faites, de ne pas reprendre ce qu'on dit communément sur tout ça. C'est loin, c'est à 5 heures de la France en avion. C'est ne pas reprendre la thématique qui va être ô combien agitée dans cette période, en effet, sur l'invasion migratoire. Il faut savoir que c'est un argument aussi de tous ceux qui disent il faut aider sur place les populations déjà. Ce serait déjà bien avant de les faire prendre la mer par désespoir. C'est voilà, d'avoir un peu de générosité. J'ai vu que ce week-end, c'était le week-end du Téléthon en France. Et voilà, les gens sont prêts à se mobiliser. Les dons étaient plus importants cette année en 2021 qu'en 2020 et 2020 plus qu'en 2019 parce que les gens ont pris conscience d'un dérèglement du monde qui touche toutes les populations. Donc, on est avant Noël et donc je pense que c'est ça qui peut motiver les gens, les familles, en effet en pensant aux femmes et aux enfants. Moi, c'est mon petit message. Merci beaucoup, Anne, et merci de rappeler effectivement que les voyages des réfugiés sont des voyages du désespoir. C'est des voyages qui sont faits quand il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup de nous rappeler ça aussi. Xavier? Je suis un peu pris de court, mais moi j'allais dire l'inspiration que ces populations nous donnent, ces leçons. Honnêtement, quand on voit ce qu'elles traversent, qu'elles souffrent, mais qu'elles ont encore le désir d'éduquer, le désir d'apprendre, le désir d'être éduquées, quand on voit ces mères de famille se battre pour trouver quelque chose à manger pour leurs enfants tous les soirs, c'est vraiment des leçons quand on voit la générosité des populations non déplacées vis-à-vis de la haie. Donc pour moi, c'est l'inspiration, la force, l'énergie qu'elles communiquent. Quand parfois on se réveille avec nos petits problèmes et qu'on pense à eux, ça redonne une grande motivation. Merci beaucoup, Xavier. Et effectivement, c'est ce qui nous motive beaucoup au HCR, justement, c'est de voir le courage des personnes déplacées, leur envie de s'engager. On l'a vu encore en cette période de pandémie dans tous les pays du monde. Les réfugiés, les personnes déracinées se sont engagées aussi pour trouver des solutions. On l'a vu en France aussi, que ce soit dans les hôpitaux, dans le social, pour partager la bonne information. Donc, merci beaucoup pour ces mots de la fin qui, je pense, sont vraiment essentiels après cet échange. Et je voudrais maintenant proposer à nos auditeurs de répondre rapidement à un petit quiz, des petites questions qu'on va vous ajouter. Suite à donc cet échange, et vous, que pensez-vous pouvoir faire pour soutenir les actions du HCR? Donc, je vous laisse 2 minutes et on pourra regarder ensemble les résultats. Donc, est-ce que vous pensez pouvoir faire un don, partager de l'information sur les réseaux sociaux, suivre les actualités du HCR pour rester informé, en parler autour de vous, sensibiliser votre entourage, ou est-ce que vous pouvez tout faire? Et sachant que ça a été dit déjà, mais chaque geste compte. Selon ce que vous avez envie de faire, partager la bonne information est également quelque chose de très crucial et jouer votre rôle en tant que citoyen. Voilà les réponses. Eh bien, parfait. Beaucoup d'actions. Eh bien, c'est très bien. Merci à tous d'avoir été présents si nombreux ce matin. Comme je vous le disais, l'échange sera aussi disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin ou ceux qui voudraient revoir l'échange. Et encore un grand merci à vous. Merci Anne, merci Xavier d'avoir été avec nous. Merci de votre engagement et à très bientôt à tous.